Hello everybody and welcome back to Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz de l'Université de Kyoto et je suis aujourd'hui accompagné de mes collègues, la doc Alexandra Hofer et Roberto Zamora, tous deux juristes et professionnels du droit. Roberto vient du Costa Rica et se trouve actuellement dans l'Union européenne, tandis qu'Alexandra est également originaire de Libera. Tous deux travaillent sur les droits humains et le droit international, et Alexandra s'est particulièrement spécialisée dans le droit des sanctions. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous souhaitons discuter des récents développements de la politique de sanctions de l'EU-member et de ce qu'il est possible de faire face à ce tout nouveau régime. Alexandra et Roberto, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être juste pour introduire, nous serons probablement rejoints dans un instant par Jeffrey Sachs, qui parlera également un peu des sanctions de l'Humanaware et posera quelques questions. Mais pour commencer, je pense que la plupart des gens ont vu ceci. L'UEBR a mis en place un nouveau régime dans son propre cadre, les sanctions de l'UMOMR contre la Russie, où elle a commencé à inscrire des individus sur cette liste. L'un de mes compatriotes, Jacques Beau, s'y est retrouvé. L'UM l'accuse et le sanctionne pour, je cite, Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse et analyste stratégique, est un invité régulier d'émissions de télévision et de radio pro-russes. Il sert de porte-parole à la propagande pro-russe et diffuse des théories du complot. Par exemple, en accusant l'Ukraine d'avoir orchestré sa propre invasion afin de rejoindre l'OTAN. Il y a un deuxième paragraphe dans l'accusation, mais c'est essentiellement cela. Une fois que vous figurez sur cette liste de sanctions, la vie normale cesse pratiquement d'exister. Vous perdez l'accès à vos comptes bancaires et à tous les moyens de paiement. Personne ne peut rien vous donner. Aucun citoyen de l'UMMR n'a le droit de conclure un contrat avec vous. Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans l'UMMR ou, si vous vous y trouvez déjà, à quitter l'État dans lequel vous êtes actuellement. Des mesures plutôt draconiennes. Et Alexandra, nous en avons déjà parlé une fois. Mais comment comprenez-vous ces mesures aujourd'hui, après 6 mois à les voir appliquées à des personnes au sein de l'UMMR? Peux-tu peut-être préciser ce que tu veux dire? Comment suis-je censé les comprendre? Par exemple, quel est, selon moi, leur objectif? Peut-être pas leur objectif, mais la façon dont ils fonctionnent en tant que régime juridique. L'un de mes principaux arguments jusqu'à présent est qu'il s'agit de mesures extra-légales, non pas parce qu'elles sont illégales, mais parce qu'elles contournent le système juridique normal. Les vois-tu aussi de cette manière? Oui, je pense que c'est une qualification juste. J'ai tendance à considérer les sanctions, disons, comme un outil de sécurité. Ceux qui les adoptent ont généralement un objectif sécuritaire en tête, et très souvent, je pense que ces mesures de sécurité sont extra-légales. Elles ne suivent pas ce que nous considérerions comme les canaux habituels où s'exercent les contrôles et contrepoids du pouvoir exécutif. Et bien sûr, je pense que cela crée d'énormes problèmes pour les droits humains, en raison de la manière dont ces mesures sont qualifiées, ce dont nous parlerons probablement aujourd'hui. Mais oui, je pense qu'avec ces mesures, ce qui est vraiment mis en évidence, c'est à quel point les sanctions sont problématiques lorsqu'elles sont adoptées contre des individus et les nombreuses absurdités qu'elles peuvent engendrer. Roberto, tu travailles également dans le domaine des droits humains. Lorsque tu as appris l'existence de ces sanctions imposées par l'UNOMER à des personnes au sein même de l'Union plutôt qu'à l'extérieur, qu'as-tu pensé et comment as-tu compris ce qui se passait? Eh bien, je vais peut-être être un peu en désaccord avec vous ici, car je considère que ces sanctions sont illégales,
dans le sens où elles manquent de fondement au regard du droit de l'Union européenne. Mais d'un point de vue strictement lié aux droits de l'homme, c'est très préoccupant. À mon avis, ces sanctions violent un certain nombre de dispositions relatives aux droits de l'homme. Elles reposent également sur un manquement à plusieurs obligations que l'Union européenne a contractées. Par exemple, l'article 6 du traité sur l'Union européenne stipule que l'Union européenne doit adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui n'a pas été fait. Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne indique et établit que l'application des droits de l'homme est obligatoire et contraignante dans le cadre des activités de l'UMOERA. Ce que je constate, c'est l'émergence d'un régime qui tend vers l'absolutisme, voire le totalitarisme, d'une manière très très préoccupante en ce qui concerne les droits de l'homme. Alors, venant d'Amérique latine, et étant moi-même migrant ici, travaillant maintenant dans le milieu universitaire, et, vous savez, dans le monde académique, il y a de la critique et de la pensée critique, des points de vue opposés, eh bien, je suis personnellement inquiet. Je veux dire, jusqu'à quel point pouvons-nous, depuis le milieu universitaire, critiquer ce qui se passe? L'arbitraire dont l'ULMAIN fait preuve dans l'application de ces sanctions rend la situation très préoccupante. Il y a de quoi s'inquiéter. Et je vois que Jeffrey Sachs vient tout juste de nous rejoindre. Jeffrey, bienvenue et merci beaucoup d'être venu en ligne. Bien sûr. Désolé pour le retard, je m'excuse. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, donc ne vous inquiétez pas du tout. Nous venons de faire un tour d'introduction sur la manière dont chacun comprend ces sanctions, qui constituent le sujet du webinaire d'aujourd'hui. L'Union européenne a commencé il y a environ 6 mois, presque 1 an maintenant, à imposer des sanctions à des individus au sein de l'UAWA. Et cela a eu des répercussions vraiment dramatiques pour les personnes concernées. En gros, elles deviennent des prisonniers sans droit juridique et doivent aller en justice simplement pour obtenir 500 € par mois afin de payer leur nourriture. À présent, les États-Unis ont également imposé des sanctions à des individus, y compris la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese. Jeffrey, pouvez-vous établir un lien entre les sanctions américaines et européennes? Eh bien, je ne peux pas vraiment le faire de manière éclairée, car ce que fait l'Europe me choque, et je suis en ligne en train d'essayer de mieux comprendre la situation. Du point de vue des États-Unis, je dirais surtout qu'il s'est développé une véritable addiction aux sanctions contre des individus, des entités commerciales désignées et des gouvernements au cours des 20 dernières années, comme s'il s'agissait d'un outil de diplomatie nouvellement découvert. Surtout après le 11 septembre, le gouvernement américain a découvert que les sanctions constituaient un moyen très peu coûteux, rapide et flexible, sans aucun contrôle public, sans supervision du Congrès, ni besoin de justification, de mener une guerre économique et plus largement une guerre géopolitique. Les sanctions personnelles doivent donc être comprises dans ce contexte américain, au moins. Should be seen in the US context at least, and I think it's probably true in the European context. Et je pense que c'est probablement vrai dans le contexte européen, comme faisant partie d'un usage beaucoup plus large par les autorités exécutives d'un pouvoir sans contrainte qui ne nécessite aucun contrôle. Dans mes propres travaux, je me concentre bien davantage sur les sanctions économiques que sur les sanctions individuelles. Je dirais simplement une chose que je trouve intéressante du point de vue économique. Il y a quelques semaines, à Davos, la secrétaire au Trésor des États-Unis s'est vantée de la manière dont les États-Unis avaient utilisé ce régime de sanctions pour écraser l'économie iranienne et faire descendre les gens dans la rue, et que cela allait dans une très bonne direction, a-t-elle dit.
C'était donc une description exceptionnellement explicite, voire vulgaire, de la guerre économique que les États-Unis mènent à travers ces sanctions. Par ailleurs, Bessent a une remarque intéressante. Il a qualifié cela de diplomatie économique, comme il l'a appelé. C'est un terme assez fort dans ce contexte. Mais lorsque nous voyons les troubles de masse en Iran, nos grands médias les attribuent à la corruption et à la mauvaise gestion du régime iranien. Mais Bessent a dit très clairement que c'était notre politique, provoquer cela. Et cela s'est produit, et cela évolue dans une très bonne direction. Le dernier point que je ferai, c'est que, même après que Bessent a dit cela, le New York Times n'en a pas parlé. Les médias dominants aux États-Unis n'ont pas rapporté les faits les plus élémentaires. Nous vivons donc dans une bulle surréaliste à ce sujet, où les sanctions sont des instruments de pouvoir sans contrainte, non contrôlés par la loi, sans aucune forme de supervision législative, sans débat public. Et c'est pour cela qu'elles sont si efficaces, parce que nous vivons dans un monde d'abus exécutifs. Et ce sont de bons outils à cette fin. Merci pour cela, Alexandra. Je veux dire, vous êtes avocate spécialisée dans les sanctions. Vous travaillez sur les sanctions européennes depuis longtemps. Pourriez-vous peut-être nous donner un bref aperçu de leur origine réelle? Et selon vous, l'Union européenne a-t-elle tiré des enseignements des États-Unis dans leur application? Ou bien s'agit-il d'un système plutôt sui generis? Oui. Eh bien, je dirais simplement que je suis largement d'accord avec ce qu'a dit le professeur Sachs. Et en effet, les remarques de Bessent, si je peux me permettre d'intervenir un peu à ce sujet, étaient vraiment intéressantes, car nous avons tendance à présenter les sanctions comme un outil non coercitif. Elles n'impliquent pas l'usage de la force. Elles sont formidables parce qu'elles constituent un remède en temps de paix. Mais je pense que lorsque l'on regarde le cas de l'Iran, ou que l'on parle des sanctions contre le Venezuela, contre la Syrie ou contre tout autre pays, ces sanctions économiques. Et quand on voit le niveau de destruction qu'elles infligent à ces populations, cela ressemble ou équivaut à une forme de violence structurelle. En somme, on dégrade complètement les conditions de vie dans de nombreux pays. Dans la mesure où elles constituent une forme violente de ce que nous appelons un effondrement d'État, elles relèvent essentiellement, selon moi, de la guerre hybride. Nous pouvons voir comment les sanctions ont été utilisées comme une forme de guerre contre la Syrie et ont finalement conduit à la chute d'Assad, et il semble qu'ils espèrent la même chose en Iran. Je pense que les sanctions ont été utilisées de manière très similaire au Venezuela. Aux États-Unis, les sanctions sont bien connues pour ne faire l'objet d'aucun contrôle judiciaire. Dans l'Union européenne, c'est légèrement différent, car si vous avez été visé par l'UMCOPL, vous pouvez faire appel devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a quelques années, le Venezuela a obtenu l'accès à la Cour de justice de l'Union européenne pour contester les mesures restrictives que l'UMMO lui avait imposées. Il existe donc une certaine forme de contrôle juridictionnel. Et je pense que c'est pour cela qu'en Europe, comme nous disposons de ce contrôle juridictionnel, nous avons tendance à considérer que les sanctions sont plus justes ou plus légitime, parce qu'il y a une procédure judiciaire. Mais je pense, comme je l'ai déjà évoqué avec toi, Pascal, qu'il y a beaucoup de marge d'amélioration dans cette procédure judiciaire. Comme nous en avons discuté, la Cour a tendance à faire preuve d'une grande déférence, laissant une large marge de manœuvre au Conseil de l'UMMO dans ses inscriptions et dans l'imposition de restrictions aux droits humains. Maintenant, savoir si l'UMMO a tiré des leçons des États-Unis est assez difficile à dire. Mais dans certains cas, il semble bien que l'UMMO adopte certaines des pratiques, disons, plus controversées des États-Unis, en particulier lorsque ces derniers mettent en œuvre des sanctions extraterritoriales.
Ainsi, il s'agirait de veiller à ce que les acteurs situés en dehors de la juridiction américaine se conforment aux sanctions des États-Unis. Cela a suscité de vives controverses et l'Union européenne condamne généralement ce type de mesures. Cependant, dans le cadre de son régime de sanctions contre la Russie, l'UEBR semble de plus en plus disposée à étendre la portée juridictionnelle de ces restrictions, adoptant un comportement que l'on observe habituellement du côté des États-Unis. Je trouve le parallèle que tu as établi au début avec les mesures prises contre Francesca Albanese intéressant car elle a été essentiellement sanctionnée pour ses rapports, notamment après celui concernant les acteurs économiques participant au génocide contre les Palestiniens. Donc, cela portait atteinte aux intérêts économiques des États-Unis, disons. Et dans l'Union européenne, avec les mesures qui ont conduit à cette discussion comme celle que nous avons vue contre Jacques Bourg, on voit des individus être inscrits sur des listes parce qu'ils présentent un récit ou un récit alternatif à celui que le Conseil de l'Union européenne souhaiterait voir discuté. C'est du moins ainsi que j'interprète les sanctions lorsque j'examine qui a été visé et pour quelles raisons. Donc je ne sais pas dans quelle mesure elles sont similaires, mais il existe, en gros, ces parallèles consistant à cibler des personnes qui représentent des points de vue, disons, politiquement gênants. Vous savez, l'un des éléments vraiment frappants, c'est que l'une des personnes figurant sur cette liste est M. Hüseyin Doğru, un citoyen allemand vivant en Allemagne, bien que la liste le décrive comme turc, ce qui est tout simplement faux. Ils l'ont corrigé, je crois. Oui, ils l'ont corrigé. Je pense que oui. Après 6 mois, d'accord, au moins ça. Mais il est toujours sur la liste, et il y figure en fait principalement pour ses reportages sur la Palestine. Je veux dire, il est même précisé que sa société de médias, la principale accusation, serait qu'il aurait servi de porte-parole au Hamas. Mais il reste sur la liste des sanctions contre la Russie. Jeffrey, je sais que ça paraît bizarre. Activité déstabilisatrice. Des activités déstabilisatrices, comme en lien avec Gaza, mais figurant sur la liste des sanctions contre la Russie. Je ne sais pas, Roberto, veux-tu dire quelque chose à ce sujet? Parce que tu as aussi travaillé dans le domaine des droits humains, où l'on voit souvent des accusations utilisées devant la loi pour réprimer quelque chose de complètement différent. As-tu déjà vu quelque chose de semblable à cela? Et ensuite, je repasserai peut-être la parole à Geoffrey. Eh bien oui, je veux dire que d'un point de vue strictement lié aux droits humains, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. L'un d'eux concerne également le discours, car l'organe de l'UEBM qui impose les sanctions n'est pas une autorité judiciaire, et c'est le premier point à analyser. Ensuite, l'UEBM a utilisé ce récit très étrange, selon lequel ces sanctions ne seraient pas punitives, mais par définition, une sanction est punitive. Nous sommes donc face à un oxymore ici. En ce qui concerne la justification et le langage employé pour contourner des obligations en matière de droits humains que l'UM aurait autrement. Il y a eu des cas où la Cour de justice de l'Union européenne a annulé certaines mesures, notamment dans l'affaire Caddy, où la Cour a établi que les droits de l'homme sont au cœur du fonctionnement de l'Union européenne. Et cela est très clairement inscrit dans le traité fondateur de l'Union européenne, de sorte qu'ils ne peuvent pas les contourner. Pour revenir un peu à ce que disait Alexandra, il me semble que ce qui se passe, c'est la répression de la dissidence. Et c'est très dangereux, car c'est quelque chose que nous avons l'habitude de voir dans les régimes totalitaires. Je veux dire, l'Amérique latine est une région où malheureusement les dictatures n'étaient pas rares.
La dernière dictature, enfin avant les plus récentes, comme celle du Nicaragua, la dernière dictature du siècle précédent a pris fin en 1990 au Paraguay. Et la répression de la dissidence en Amérique latine a conduit à des actes barbares d'oppression contre les latino-américains, sapant l'une des valeurs fondamentales et essentielles de la démocratie, à savoir précisément le droit à la liberté de conscience, de pensée et d'opinion. Donc, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec Alexandra et le professeur Sachs sur les dangers que cela engendre, car cela a aussi un effet qui touche des personnes qui ne sont pas sanctionnées. On a désormais peur d'exprimer ce que l'on pense, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Speaking your mind because you don't know what's going to happen. I don't know if this is reflecting. Je ne sais donc pas si cela reflète un tournant ou une tendance dans la dynamique générale de la manière dont l'Union européenne est conduite. La façon dont les organes administratifs sont utilisés pour imposer des mesures qui devraient autrement être définies par une instance judiciaire et à travers un processus judiciaire. C'est d'ailleurs l'un des droits fondamentaux définis dans la Charte de l'Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, je ne sais pas jusqu'où l'UCOMEMBER va aller, ni comment cela affecte également le rôle de l'ONU, puisque le Conseil de sécurité est l'organe auquel a été confiée la fonction exclusive d'effectuer ces évaluations et d'imposer ces sanctions. Ainsi, en contournant le rôle et les fonctions du Conseil de sécurité, à quel point l'ELBLM et les États-Unis portent-ils atteinte à ces institutions? Oui, Jeffrey, c'est peut-être un bon moment pour toi d'intervenir. En théorie, seul le Conseil de sécurité de l'ONU devrait être l'organe qui utilise les sanctions comme outil pour instaurer la paix dans certaines régions. Alors, pourquoi les États-Unis et l'Union européenne y ont-ils recours? Et pourquoi cela continue-t-il sans cesse? Eh bien, tout d'abord, en ce qui concerne l'ONU, les États-Unis cherchent à la détruire, du moins son autorité, sa capacité à fonctionner et peut-être même son existence. Cela reste à voir. Mais il y a quelques semaines, l'administration Trump a retiré les États-Unis de 31 organisations des Nations Unies. Les États-Unis tentent d'handicaper financièrement l'ONU. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent le Conseil de la paix, que je qualifierais d'opposé à la gouvernance fondée sur la charte de l'ONU, en particulier en ce qui concerne la Chine et la guerre à Gaza. Ce n'est donc pas un détail mineur. C'est une attaque directe et totale contre les Nations Unies elles-mêmes de la part de l'administration Trump. Je dois toutefois souligner que si Trump est le plus extrême, les États-Unis, en général, ont fait preuve d'un mépris et d'une négligence totaux envers l'ONU sous tous les présidents modernes, tous les présidents récents. Donc ce n'est pas nouveau, cela ne fait qu'empirer. Ce que j'aimerais comprendre, et je suis arrivé en retard, donc je m'en excuse un peu, c'est d'un point de vue purement mécanique, l'affaire Jacques Beau. C'est un analyste très sérieux, une personne très distinguée, l'un des individus les plus expérimentés au monde en réalité sur la question de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas un agitateur exalté, c'est une personne d'une intelligence extraordinaire. Que voyons-nous dans le cas de l'Europe? Est-ce la Commission tout d'abord? Est-ce von der Leyen? Est-ce quelques personnes? Est-ce un processus? C'est complètement choquant car M. Baude, pour ceux d'entre nous qui le suivent de près, est quelqu'un d'extrêmement rigoureux et méticuleux. Il est suisse après tout, avec tout le respect dû. Ça signifie qu'il est méticuleux, qu'il est prudent, qu'il présente des preuves. Alors que s'est-il réellement passé ici? Sur le plan mécanique, s'agissait-il de la décision d'une ou deux personnes? Est-ce un processus mal orienté? Parce qu'évidemment, si cela peut arriver à Beau, pour reprendre le cliché, cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, évidemment. Et j'aimerais comprendre ce qui s'est vraiment passé. Quels sont les processus? Est-ce du pur Kafka,
un ordre est tombé sans qu'on ait la moindre idée de ce qu'il contient? Ou bien, comme je suis enclin à le penser, est-ce l'œuvre de quelques personnes au sommet de la Commission européenne? Comment expliquer cela? C'est une question très intéressante, et ce n'est pas la Commission, c'est en réalité le Conseil. Mais je pense qu'Alexandra est la personne la mieux placée pour nous expliquer le fonctionnement de tout cela, puisqu'elle est avocate spécialisée dans les sanctions de l'UEMR. Oui, je suis plutôt un juriste spécialisé dans les sanctions économiques, comme le professeur Sachs, mais je me suis de plus en plus intéressée aux inscriptions individuelles de l'Union européenne en raison des développements récents. C'est essentiellement le Conseil de l'Union européenne qui les inscrit sur la liste. Ce sont donc les ministres de chaque État membre et la décision doit être prise à l'unanimité. Il est tout à fait possible qu'un État membre en particulier n'ait pas apprécié ce que M. Baud avait à dire. Je veux dire, je ne fais que spéculer. Ils l'ont mis sur la liste et ensuite, tout le monde, personne n'a rien dit. Peut-être qu'ils ne savent pas forcément qui est M. Baud. Cela dépend, je suppose, des sources d'informations qu'ils suivent. Mais il est tout à fait possible qu'il ne s'agisse que d'un seul acteur d'un État membre qui l'ait inscrit sur la liste. Et voilà. Il est également possible que la Commission ait formulé une recommandation. La Commission peut faire des recommandations au Conseil sur la manière de modifier leurs critères d'inscription, sur les personnes à inscrire et ce genre de choses. Mais la décision finale revient au Conseil de l'UEML. Je pense qu'il n'a même pas appris directement qu'il était sanctionné, il l'a découvert un peu par hasard. Ensuite, il a pu adresser une demande au Conseil pour savoir quelles preuves ils avaient contre lui. Ils ont dû lui communiquer certaines informations qu'il n'est, je crois, pas autorisé à divulguer, donc cela doit rester confidentiel. Et ensuite, selon qu'il fasse appel de sa décision devant la Cour de justice de l'Union européenne, il pourrait obtenir plus d'informations sur son inscription. Mais le Conseil n'est pas obligé de tout partager. Je pense que même en se contentant de lire la formulation de la justification de l'inscription, c'est étrange. La meilleure chose qu'il puisse dire à son sujet, c'est qu'il est un porte-voix russe, ce qui ne veut pas vraiment dire grand-chose, et qu'ils s'expriment sur des chaînes pro-russes. Donc, ils ne sont même pas capables de dire qu'ils s'expriment sur des médias russes, ce qu'ils seraient peut-être enclins à dire s'ils pensaient qu'ils diffusaient de la propagande russe. Mais je pense que la formulation même des motifs suggère que, oui, il ne semble pas avoir beaucoup d'arguments solides. Laissez-moi simplement le relire. Voici la fiche réelle de M. Jacques Baud. Jeff, je ne te vois pas en ce moment, mais je sais que tu es toujours là. Jacques Baud, ancien colonel de l'armée suisse et analyste stratégique, est un invité régulier de chaînes de télévision et d'émissions de radio pro-russes. Il sert de porte-parole à la propagande pro-russe et diffuse des théories du complot. Par exemple, en accusant l'Ukraine d'avoir orchestré sa propre invasion afin de rejoindre l'OTAN. Par conséquent, Jacques Baud est considéré comme responsable de la mise en œuvre ou du soutien d'actions ou de politiques attribuées au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité ou la sécurité dans des pays tiers en recourant à la manipulation et à l'ingérence informationnelle. C'est ça, c'est tout le passage. Et tu sais, c'est encore plus scandaleux quand on regarde les inscriptions ou les raisons de ces inscriptions de certaines autres personnes, comme encore une fois Hussein Dogrou pour la Palestine ou Nathalie Jambe, une autre Suissesse, accusée de diffuser de la propagande anti-européenne et anti-française en Afrique et de rallier l'opinion africaine contre l'Union européenne. Elle est littéralement inscrite pour cela, UMPAR, ce qui n'a que peu ou rien à voir avec la Russie. Il y a cette étrange affirmation selon laquelle elle aurait été observatrice dans le Donbass, ce qu'elle dément. Je ne l'ai jamais été.
Je n'y suis jamais allé. C'est entièrement inventé. Mais je pense qu'un des points principaux, Alexander, également évoqué la dernière fois que tu avais soulevé lors de notre discussion, c'est que ces inscriptions relèvent de décisions exécutives du Conseil. Et en réalité, la Cour de l'UE n'y touche pas vraiment. Elle vérifie seulement si c'est factuellement correct ou non. Mais pour les raisons invoquées par l'UMEO pour les y inscrire, elle s'en remet au Conseil, qui est responsable de déterminer les menaces pesant sur l'Union. Nous sommes donc dans un environnement de sécurité nationale et de politique étrangère, où la politique étrangère est utilisée pour s'en prendre à des personnes que l'État considère comme des ennemis. C'est, à mon sens, extrêmement problématique. Jeff, tu veux peut-être réagir? Jeff, maybe you want to say something. Well, it's police state tactics. It's not. Eh bien, ce sont des tactiques d'État policier. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais associé à l'UMEO jusqu'à présent, franchement. Donc je suis très naïf et je suis plutôt choqué par cela. Je ne suis pas aussi choqué par les États-Unis, car je sais que nous avons un régime qui est un État sécuritaire et qui fait tout ce qu'il peut pour écraser l'opposition en ce moment. Si je t'ai bien compris, Pascal, l'une des personnes sur la liste, au moins, est un citoyen allemand. Aux États-Unis, jusqu'à présent, les sanctions ont visé massivement des non-citoyens américains. Je ne connais en fait aucun cas où il s'agirait d'un citoyen américain, mais je ne présente pas cela comme un fait établi, c'est juste mon impression limitée. Mais dans l'UE, ils visent désormais aussi des citoyens européens pour des sanctions liées à la liberté d'expression. Je pensais qu'il existait des normes en Europe, que quelque chose avait été appris et que des processus avaient été mis en place et que, désolé de le dire, cela ne se produirait pas en Europe. Je ne suis pas naïf quant à la médiocrité de la politique étrangère européenne, c'est bien connu. Mais l'idée que l'on puisse inscrire des personnes sur une liste en Europe, simplement parce qu'elles s'expriment, parce qu'elles n'acceptent pas le point de vue de la politique étrangère européenne, ou parce qu'elles partagent la perspective russe sur un sujet, me stupéfie franchement. Ce n'est pas une question de trahison ou de sédition. Il s'agit de la liberté d'expression d'analystes. Et encore une fois, M. Bowe, c'est un analyste. On dit qu'il met quelque chose en œuvre. Il ne met rien en œuvre. Je pensais aussi qu'on pouvait passer sur une chaîne, donner une interview, discuter des affaires du monde. Je ne savais pas, du point de vue de l'UE, qu'il y avait des endroits où l'on peut parler et d'autres où l'on ne le peut pas. Cela aussi me paraît tout à fait incroyable. This is also quite amazing to me. C'est vrai. Je veux dire, voilà ce que fait maintenant l'UE. Enfin, le fait est qu'il ne le criminalise pas. Le criminaliser impliquerait de passer par le processus parlementaire et d'adopter une loi à ce sujet. Il se contente de dire que ces actes sont illégaux. Et même si c'est de la propagande, il n'existe aucune loi contre la propagande. Tu as le droit de faire ça. C'est comme, enfin c'est pire parce que ça criminalise l'activité sans la qualifier de criminelle, mais ça détruit la vie des gens. Ça ruine leur capacité à payer la nourriture, les soins de santé, à se déplacer. C'est absolument grotesque. Donc comprendre comment ça peut être considéré comme normal, ou simplement accepté comme une partie ordinaire de la vie européenne aujourd'hui, c'est en gros ma question. Oui, et l'autre question que nous sommes ici pour aborder est de savoir ce qui peut être fait par le biais du système juridique. L'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé à Roberto de venir, c'est parce que, tu sais, Jeff, Roberto est l'homme qui, à lui seul, a forcé le Costa Rica à se retirer de la coalition des volontaires contre l'Irak parce qu'il a poursuivi le Costa Rica devant la Cour suprême. Et il a gagné. Donc, Roberto, tu as de l'expérience dans l'utilisation du système judiciaire pour
contester des décisions qui ne sont pas conformes aux lois de l'État. Quelles sont tes idées à première vue sur la manière dont tu aborderais ce problème de sanctions? Comment tu essaierais de les combattre avec les moyens juridiques disponibles? D'accord. Et merci pour la remarque concernant l'affaire de 2003 au Costa Rica. Je pense qu'il faut faire preuve d'une grande créativité et d'une analyse approfondie de l'étendue et de la nature des sanctions, car, comme l'a dit le professeur Sachs, comme Alexandra l'a mentionné dans l'entretien qu'elle a eu avec vous, et comme vous l'avez exprimé, les sanctions limitent, au-delà des droits fondamentaux procéduraux qui sont violés, la liberté personnelle, la liberté de penser, la liberté d'expression, le droit de propriété et la liberté de circulation. Mais il y a aussi un autre élément que je constate. Il n'y a pas de limite de durée aux sanctions. Autrement dit, personne ne sait combien de temps elles vont durer. Tous les 6 mois, d'après ce que je comprends, il y a un processus de réexamen, mais elles peuvent simplement être prolongées indéfiniment. Donc, à mon avis, c'est un peu comme la question du couloir de la mort, où l'on a soutenu que certains détenus y passent des années sans savoir quand ils seront exécutés. Et cette situation a été considérée comme une forme de torture. Ainsi, lorsque l'on met toutes les violations bout à bout, et que l'on constate que ces personnes ne peuvent ni manger, ni communiquer, ni se déplacer, ni payer leur loyer, et qu'elles doivent dépendre de la bonne volonté de leurs voisins et amis simplement pour survivre, eh bien, cela me semble relever d'un traitement dégradant, voire de la torture. D'un point de vue des droits humains, lorsque l'on assemble tous les éléments, l'ULUAME est en train de les torturer. Et lorsqu'on analyse la notion de torture, l'interdiction de la torture constitue une règle de jus cogens. Elle se situe au sommet de la hiérarchie des normes en droit international. Ainsi, le seul mécanisme juridique disponible pour ces personnes, afin de tenter de contester et de retrouver leur vie, consiste à faire appel à la Cour de justice de l'Union européenne. Ce que je ferais, ou ce que je suggère à leurs conseillers juridiques, s'ils en ont, ce n'est pas seulement d'examiner les infractions individuelles au droit international, en particulier au régime des droits de l'homme, mais de les regrouper et de contester ces sanctions comme une forme de torture. Je pense qu'il serait très intéressant de voir comment la Cour de justice de l'Union européenne comprend les sanctions si elles sont présentées sous un tel angle de violation. J'irais même jusqu'à leur suggérer de s'adresser aux organes des Nations unies compétents, le rapporteur spécial sur la torture par exemple, et d'y déposer une plainte. Autrement dit, utiliser tous les mécanismes disponibles que le droit prévoit, en comprenant pleinement ce que ces sanctions font à la vie de ces personnes, au-delà des violations spécifiques. Alexandra, penses-tu que cela pourrait être une piste, par exemple, affirmer qu'il s'agit de torture et s'opposer directement aux sanctions devant la CJUE? Eh bien, c'est certainement une approche originale. Comme l'a dit Roberto, nous devons faire preuve de créativité lorsque nous réfléchissons aux mécanismes dont disposent les individus pour contester ces sanctions. Je pense que le problème, encore une fois, je parle toujours des problèmes, c'est que l'un des enjeux que nous avons avec les sanctions, c'est que non seulement le Conseil, mais aussi la Cour et sa jurisprudence ont établi certaines qualifications sur ce que sont les sanctions. Nous en avons déjà mentionné une. Les sanctions ne sont pas punitives, elles sont considérées comme préventives. Une autre est qu'elles sont définies comme temporaires, même si en pratique, elles peuvent rester en vigueur indéfiniment. Donc, je pense
je ne sais pas ce qu'il faudrait pour contester la Cour et dire « D'accord, nous comprenons que c'est ainsi que vous percevez les sanctions, mais la réalité est la suivante. Je ne sais pas combien de temps, par exemple, les sanctions devraient rester en vigueur pour que la Cour finisse par dire « D'accord, ces mesures ne sont pas temporaires ». Et l'autre point, c'est que l'ULL prévoit des exemptions humanitaires dans ses listes de sanctions. Ainsi, dès que les sanctions sont en place, les personnes concernées se voient interdire l'accès à leur compte bancaire. Finalement, comme tu l'as dit Pascal, elles peuvent recevoir une allocation pour subvenir à leurs besoins essentiels. Donc, étant donné qu'il existe ces exemptions, je ne sais pas si le tribunal considérerait que ces sanctions équivalent à de la torture. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut une prise de conscience, non seulement du point de vue du tribunal, au sein même des tribunaux, mais aussi d'un point de vue social plus large, sur ce que sont réellement les sanctions et comment elles affectent concrètement les gens. Et cela ne concerne pas seulement les inscriptions individuelles, comme nous en discutons, mais aussi ce que le professeur Sachs a mentionné plus tôt, lorsque des responsables disent « Oh, eh bien, c'est formidable que ces sanctions provoquent des troubles politiques en Iran. » C'est super. Je trouve intéressant que le New York Times ne veuille même pas en parler, n'est-ce pas? Il y a donc une sorte de qualification de ce que sont les sanctions et il semble exister une certaine, je ne sais pas, compréhension implicite de ce que nous disons à leur sujet et de ce que nous ne disons pas, mais je pense que cela est de plus en plus remis en question à mesure que nous voyons comment l'ULE a récemment commencé à cibler des individus. Et eh bien, les commentaires faits par la secrétaire au Trésor des États-Unis sont également très utiles pour éclairer ce que sont réellement ces mesures et comment elles affectent concrètement les personnes. Ce que je trouverais intéressant, c'est qu'à l'ONU, il existe différents rapporteurs spéciaux pour chaque droit humain. Alors, que dirait, par exemple, le rapporteur spécial sur la liberté d'expression à propos de ces sanctions? Ou même le Conseil de l'Europe. D'accord, l'UKBOAM n'a pas ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, mais oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont peut-être pas juges ou ne font pas partie des tribunaux, mais qui ont tout de même une certaine autorité en matière d'application et d'interprétation des droits de l'homme. J'aimerais bien entendre leur point de vue. J'ai récemment parlé à 2 militants allemands des droits de l'homme qui font ce travail depuis 25 ans, et tous deux ont fait le même constat. Ce sont des mesures politiques. Il faut donc les combattre politiquement. Et l'un des moyens consiste à utiliser les tribunaux comme forme de pression politique sur les décideurs. Jeffrey, as-tu des idées créatives? Quel type d'organisme pourrait être utilisé pour créer une pression politique? Prenons par exemple le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est souvent inefficace parce qu'il est bloqué, mais il discute de certains sujets et ces discussions sont diffusées. Peux-tu imaginer des moyens d'utiliser les Nations Unies pour permettre aux défenseurs des droits de l'homme d'attirer l'attention sur des violations des droits humains comme celle-ci? Eh bien, j'avais une autre idée que je voulais soulever, à savoir, si en principe ces actions du Conseil sont unanimes, pourquoi ne pas cibler l'un des 27 États pour dire « nous nous y opposons ». Est-ce que cela suffirait? Parce qu'il y a un certain nombre de gouvernements en Europe qui s'opposent à la prétendue politique étrangère européenne, disons la politique de la Commission européenne. Il y a des gouvernements pro-palestiniens en Europe qui comprennent qu'il s'agit d'un abus considérable à l'encontre de ce monsieur en Allemagne, ou d'autres défenseurs de la cause palestinienne. Donc est-ce une autre approche possible? Je pense bien sûr à la Slovaquie, à l'Espagne, à la Hongrie et à d'autres.
qui ont été de fervents opposants à la manière dont le régime de sanctions contre la Russie s'est déroulé, ou dont la guerre en Ukraine s'est déroulée, ou encore dont la question palestinienne a été traitée. Pourrions-nous donc cibler l'un de ces gouvernements pour leur dire « Pourquoi êtes-vous complice de cette liste ?» Est-ce que cela fonctionnerait? Alexandra, la liste serait-elle supprimée si un gouvernement cessait de donner son consentement au moment du renouvellement semestriel? Oui, donc je pense que la Hongrie, par exemple, menace parfois à ce sujet en ce qui concerne le régime de sanctions contre la Russie. Ainsi, si l'un d'eux retient son vote, alors effectivement la liste n'est pas renouvelée. Ce serait intéressant, par exemple, si Hussein Rogue pouvait approcher l'Espagne. Je pense que oui, cela pourrait être une voie possible. Ce serait donc plutôt une démarche politique qu'une démarche judiciaire. Vous savez, il est difficile d'obtenir l'unanimité, surtout quand on fait quelque chose de douteux, comme ce que fait la Commission ou le Conseil. Donc j'essaierai de briser cette unanimité au sein de l'Europe. Mais vous savez, ce que ces sanctions nous montrent, c'est qu'elles y parviennent réellement. Elles réussissent à aligner tout le monde, d'une manière ou d'une autre, pour obtenir l'accord. Je me demande s'il existe des moyens locaux, par le biais des tribunaux locaux, par exemple, de faire valoir que la Cour suprême d'un pays devrait interdire au gouvernement d'accepter ces sanctions. Je veux dire, Pascal Lotaz, avez-vous une idée de la possibilité que cela puisse se faire, selon votre compréhension du fonctionnement du système? Si vous me le permettez, je voudrais revenir sur 2 points soulevés. L'un par Alexandra et l'autre par le professeur Sachs. Alexandra a eu raison de souligner que l'Union européenne n'a pas ratifié la Convention sur les droits de l'homme. Mais, comme je l'ai mentionné au début, l'article 6 du traité sur l'Union européenne, je vais le lire car il est très clair, stipule « L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Il est donc parfaitement évident qu'il existe cette obligation. De mon point de vue, l'Union européenne ne peut pas invoquer le non-respect de cette disposition pour éviter de se conformer aux règles qu'elle serait autrement tenue de suivre si elle avait respecté l'article 6 de ce traité. Et ici, je fais le lien avec ce qu'a dit le professeur Sachs et avec ce que vous demandez à présent. Aucun des membres individuels de l'Union européenne ne peut imposer des sanctions de la manière dont l'Union le fait. Sanctions the way the union is doing it. Right. Because they are members of the Exactement. Parce qu'ils sont membres de la Charte des droits de l'homme. Et que, comme vous le savez, leur constitution leur impose ces obligations. Ces mesures administratives ne peuvent pas être prises sans procédure régulière. Alors, s'agit-il de ces États ou cela peut-il être considéré comme un problème interne? Les États de l'UMER s'appuient-ils sur un organe qu'ils ont eux-mêmes créé pour commettre une fraude aux droits, en faisant quelque chose qu'ils ne seraient autrement pas autorisés à faire dans leur juridiction nationale? Je veux dire, puisque je ne peux pas le faire et que vous ne pouvez pas le faire, créons une organisation qui pourra contourner les obligations que nous avons afin que nous puissions aller de l'avant avec ces mesures illégales. Et je pense que c'est un argument très très intéressant à soulever devant les tribunaux nationaux. Que les États commettent une fraude au droit international en créant l'UMME et en faisant, par l'intermédiaire de l'UMME, des choses qu'ils ne pourraient pas faire au niveau national. C'est un point très important. Les militants allemands à qui j'ai parlé, et Jeffrey, ça te concerne, ont soutenu que si ne serait-ce qu'un seul membre de l'ONU, à l'Assemblée générale, déposait une résolution demandant à la Cour internationale de justice, CIJ, d'examiner si l'affirmation de l'UE selon laquelle le droit européen prime sur le droit national est réellement valide,
cela aurait un impact considérable sur cette question. Penses-tu qu'il soit raisonnable de croire qu'un membre de l'ONU pourrait proposer une telle résolution susceptible d'obtenir 50% de soutien et d'amener ensuite la CIJ à examiner la revendication selon laquelle le droit de l'UMA l'emporte sur le droit interne? Je pense que si la question était formulée de manière précise et centrée sur ce sujet, ce serait possible. Je ne crois pas que les États membres veuillent s'en prendre à l'Union européenne dans son ensemble, mais il devrait être possible d'intéresser les États à la question des listes de sanctions, car la majeure partie du monde en subit les conséquences de la part des États-Unis et de l'Europe. Chaque année, l'Assemblée générale vote massivement pour s'y opposer. En réalité, ceux qui soutiennent les sanctions sont les États-Unis et l'Europe, tandis que le reste du monde dit « Non, ce que vous faites est injuste ». Ainsi, aborder cette question particulière à l'Assemblée générale est en fait envisageable, à savoir que ces sanctions individuelles sont illégales, qu'elles constituent une violation des droits humains et qu'elles doivent cesser. Cela, je pense, est tout à fait possible. That, I think, is absolutely possible. Asking the International Court of Justice about saisir la Cour internationale de justice au sujet des sanctions de l'UNMLO serait faisable de cette manière. Je pense donc qu'il y a là quelque chose à développer. Je crois que le chemin le plus simple, s'il en existe un, consiste à s'attaquer à l'unité européenne elle-même. À mon avis, très peu de gouvernements ont été activement impliqués dans la sanction de M. Bowe. Son nom a simplement figuré sur une liste. Les gens ne savaient pas qui il était, ni ce que cela signifiait. Et il s'agissait davantage d'une procédure bureaucratique que d'un groupe de ministres disant « Allons chercher cet analyste suisse ». J'ai du mal à croire que cela ait été, en ce sens, aussi bien réfléchi. Je pense plutôt qu'il a pu s'agir de quelques personnes au sein de la commission se disant « Nous pouvons faire passer cela, faisons-le ». Connaître cette histoire serait donc très, très intéressant, mais aussi trouver quelques gouvernements qui diraient « Ce n'est pas ce que nous défendons » me semble prometteur. Alexander, veux-tu intervenir pour partager tes réflexions sur ce que tu as entendu? Oui, eh bien, je trouve ça intéressant. Chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU adopte des résolutions condamnant les sanctions unilatérales. C'est intéressant qu'il n'y ait jamais eu, enfin je ne sais pas s'il y en a déjà eu, de demande d'avis consultatif à la Cour internationale de justice sur ces mesures. Mais s'il le faisait, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il ne se concentre pas spécifiquement sur l'UMA, mais sur les sanctions unilatérales, ou ce qu'ils appellent les mesures coercitives unilatérales, en général. Et ensuite qu'il se penche sur, vous savez, les impacts de ces mesures sur les droits humains. Bonne idée. Roberto, peux-tu penser à un organe des Nations Unies chargé des droits de l'homme qui pourrait être utile à cet égard? Eh bien, je pense que ce qu'Alexander vient de dire est une manière très sage d'aller de l'avant. Il appartient à l'Assemblée générale de demander à la CIJ un avis consultatif sur la légalité ou l'illégalité des sanctions unilatérales. Je veux dire, je pense que le professeur Sachs et Alexander seront peut-être d'accord avec moi si je dis qu'il n'existe aucun fondement juridique à l'imposition de sanctions unilatérales. Ce que nous avons, c'est le travail de la Commission du droit international sur les actes unilatéraux des États. Elle a énoncé 10 principes fondamentaux relatifs aux actes unilatéraux. Et le 9e principe est très clair. Les actes unilatéraux ne peuvent pas créer d'obligations pour des États tiers. Par analogie, je comprends que les actes unilatéraux ne peuvent pas, de manière générale, imposer de charges aux États tiers.
La partie intéressante ici, c'est que je pense que la CIJ comprendrait que permettre l'imposition de sanctions unilatérales à d'autres États constitue une érosion des pouvoirs conférés au Conseil de sécurité et à la Cour elle-même. Je veux dire, en dehors du Conseil de sécurité, le seul organe autorisé à imposer des sanctions est la CIJ en matière de droit international général. Donc, je pense que l'idée avancée par Alexander de pousser l'Assemblée générale à demander un avis consultatif est une très bonne manière d'aller de l'avant. Il faut se rappeler du contexte et des réalités politiques dans lesquelles l'ONU a été créée. Comment l'Assemblée générale a été dépouillée de pouvoirs qui auraient dû primer sur ceux du Conseil de sécurité, et comment elle a été réduite sous le vote concurrent des 5 membres permanents. Et c'est très intéressant, car en fait, les 5 membres permanents sont la raison pour laquelle le Conseil de sécurité ne fonctionne pas. Deux des membres du P5 sont des États européens. Un autre est les États-Unis. Ensuite, nous avons la Russie et la Chine. Et dans une certaine mesure, aucun d'entre eux ne respecte le droit international. Autrement dit, ils créent le problème, puis ils inventent des moyens de contourner le problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Et si l'ONU est véritablement un organe démocratique fondé sur le principe d'égalité des États souverains, alors l'Assemblée générale devrait également agir pour faire valoir ce principe général du droit international et promouvoir la demande d'un avis consultatif. Je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. Pascal et tout le monde, je vais devoir partir à l'heure pile. Cette discussion a été très fructueuse, de très bonnes idées concrètes et exploitables. Je pense qu'Alexander devrait rédiger le mémoire pour la CIJ et que nous devrions réellement travailler sur une résolution à l'Assemblée générale, car l'ambiance est très fortement opposée à ces actions, très fortement. C'est pourquoi le vote annuel est massivement contre les mesures coercitives unilatérales. Nous savons qu'elles tuent des gens, qu'elles tuent des enfants, qu'elles augmentent la mortalité infantile et juvénile, et qu'elles causent des ravages terribles dans la vie réelle. Nous avons maintenant ces violations des droits humains en parallèle. Donc cela se joue à la fois au niveau personnel et avec les sanctions économiques. Et le vote a lieu chaque année. Je pense qu'essayer de faire avancer les choses pour que ce soit clairement qualifié d'actes illégaux par une décision de la CIJ est très opportun. Mais en attendant, je veux aussi m'adresser à un ou plusieurs gouvernements européens et leur dire « Que faites-vous ? Votre nom figure sur cette liste en soutien à cela. C'est scandaleux. Et nous verrons jusqu'où nous pourrons aller avec cela également. » C'est une excellente idée. Nous allons aller de l'avant. Et Jeffrey, nous allons te dire au revoir et conclure ici. Au revoir, Jeffrey. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Merci encore. Merci. Au revoir. Je voudrais simplement, à ce stade, montrer un commentaire que nous avons reçu d'Anuradha Chenoy. C'est une ancienne professeure à l'université Jawaharlal Nehru en Inde et elle nous regarde sur notre page de diffusion en direct. Elle dit, voyez, la plupart des pays du Sud global s'opposent aux mesures coercitives unilatérales, mais utilisent en interne des lois pour restreindre la liberté d'expression des dissidents et contrôler les récits au nom de la sécurité nationale. Nous sommes donc face à cette situation regrettable où les pays du Sud global, qui s'opposent aux sanctions venues de l'Occident, ne sont pas eux-mêmes irréprochables lorsqu'il s'agit de restreindre la liberté d'expression. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une voie constructive à suivre. Tous les deux, avez-vous d'autres réflexions sur ce que vous avez entendu de Jeff jusqu'à présent? Peut-être Alexandra, puis Roberto. Oui, je voulais juste ajouter, je ne sais pas si tu la connais, mais il y a une rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les mesures coercitives unilatérales, c'est-à-dire les sanctions unilatérales et les droits humains.
Elle effectue souvent des visites dans différents pays pour évaluer la situation dans les États soumis à des sanctions. Je me demande ce qu'elle en penserait. J'imagine qu'elle serait assez critique à l'égard des derniers développements du régime de sanctions de l'UMSEOTEPOR. Mais oui, c'est certainement quelqu'un dont nous devrions connaître le travail. D'accord. Je vais essayer de la contacter. C'est un très bon point. Je ne savais pas qu'elle était là. Donc, c'est une bonne chose. Roberto? Roberto. Non, je développerai probablement simplement l'idée avancée par le professeur Sachs. Puisque l'imposition de sanctions repose sur le consentement de tous les États, sur un consentement unanime, il suffit qu'un seul État ne soit pas d'accord, ou qu'il soit juridiquement empêché de donner son accord, peut-être en raison d'une décision nationale. Donc, je n'essaierai pas dans un seul État. J'essaierai dans tous les États, car il suffit d'un seul tribunal, d'une seule Cour suprême nationale, pour dire « Non, ce que vous faites ici est une fraude à la loi », pour légitimer l'imposition de mesures qui équivalent à de la torture, ou qui, même si elles n'équivalent pas à de la torture, violant tout de même une série d'obligations en matière de droits humains par des États individuels. Donc je veux dire, je m'en prendrai à tout le monde ici, car il n'en faut qu'un seul. Comment fais-tu cela légalement? Je veux dire, 27 États membres, 27 juristes, 27 approches coordonnées. Comment gérerais-tu cela sur le plan logistique? Eh bien, ça va être un vrai désordre. Mais à mesure que le nombre de personnes sanctionnées augmente, des individus de différents pays se retrouvent visés. Je me demande aussi s'il est possible de contourner l'obstacle créé par le fait que l'UPLEBA n'a pas adhéré à la Charte des droits fondamentaux. Ce que je me dis, c'est que si l'on conteste, au niveau national, dans un État, que ces actions, son vote au Conseil, ont été menées en violation des droits humains, alors, après avoir épuisé les recours internes, peut-on saisir la Cour européenne des droits de l'homme? Parce que oui, lui n'est pas parti à la Convention, mais chaque État, lui, l'est. Donc, si vous affirmez que le vote individuel constitue une violation des droits de l'homme, pouvez-vous contourner cet obstacle juridictionnel et ouvrir la voie à une contestation du vote de l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme? Je veux dire, je fais simplement preuve de créativité en reprenant l'idée présentée par le professeur Letaz, mais je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible de ramener la discussion là où elle devrait se situer. Dans le domaine des droits de l'homme. En fin de compte, lorsque nous parlons d'individus plutôt que d'États, nous parlons de violation des droits de l'homme. Alors, existe-t-il un moyen de contourner l'obstacle créé par le non-respect de l'article 6 du traité de l'UPOL en contestant au niveau national? Cela me semble une idée réalisable, ou du moins, disons, qui vaut la peine d'être tentée. Tu sais, Pascal, tu connais mes affaires au Costa Rica. La première, celle que tu disais concernait le soutien apporté par le Costa Rica à la coalition des volontaires. Et la seconde, qui a conduit à une interdiction totale de l'industrie de l'armement, des armes nucléaires et à la reconnaissance du droit à la paix. Quand j'ai déposé ces deux affaires, j'étais encore étudiant en droit, comme tu le sais. Mais tous les professeurs pensaient que j'allais perdre. Et je les ai gagnés. Il y a des moments où je crois vraiment que la pire chose à faire, c'est de ne pas essayer. Surtout quand on fait face à un régime et à tout le pouvoir de l'autoritarisme, comme les personnes figurant sur la liste des sanctions. J'essaierai chaque occasion qui me vient à l'esprit et qui ne semble pas immédiatement folle. Si cela a le moindre sens, j'y vais. Et puis l'autre chose, c'est que oui,
La liste des personnes compte peut-être maintenant entre 50 et 60 noms, mais nous sommes tous menacés. Je veux dire, cela pourrait toucher Alexandra, cela pourrait me toucher en tant que migrant dans l'Union européenne. Cela pourrait toucher quiconque dit la mauvaise chose, au mauvais endroit, au mauvais moment. Simplement parce qu'un organisme administratif en a décidé ainsi. Alexandra, qu'en penses-tu? Je dirais simplement que oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut penser différemment. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais je serais curieux de savoir comment un tribunal national aborderait la question. Parce que bien sûr, pour eux, la solution la plus simple consiste à dire « c'est une décision de l'Union européenne » et à renvoyer automatiquement le litige devant la Cour de justice de l'Union européenne. Beaucoup de choses dépendent de la manière dont on présente le problème. Donc je ne sais pas. Cela nécessiterait une bonne compréhension de la répartition des compétences, de la façon dont les tribunaux abordent cette question, etc., et de le formuler de manière à ce qu'un tribunal national puisse s'en saisir. Parce que si c'est présenté comme une question relevant de l'UEBOB, alors ce sera automatiquement renvoyé devant la Cour de justice de l'Union européenne. Encore une question. Est-il possible, je l'ignore simplement, que des personnes qui ne sont pas directement concernées, comme celles qui ne sont pas Jacob, Natalia, Hussein ou Dogrou, déposent des plaintes devant les tribunaux nationaux pour essayer de faire avancer les choses? Ou faut-il que les personnes soient directement concernées? Oui, j'ai donc demandé à des collègues spécialisés en droit de l'Union européenne à ce sujet, et en substance, seules les personnes concernées peuvent agir. Soit elles peuvent contester leur inscription devant la Cour de justice de l'Union européenne, soit, par exemple, Jacques Bourg pourrait attaquer le gouvernement belge pour avoir appliqué les sanctions. Mais là encore, le tribunal belge renverrait l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. Quant aux personnes qui ne figurent pas sur la liste, notre meilleure option, disons, est d'essayer de motiver les membres du Parlement européen à agir, à attirer l'attention du Conseil sur la question. Cela dépend donc aussi de l'appétit du Parlement. Je devrais ajouter qu'il y a quelques années, pendant le COVID, les membres du Parlement étaient déjà très désireux de savoir s'ils pouvaient sanctionner des individus pour avoir diffusé de la désinformation. C'était dans le contexte du COVID. Il y a donc parfois une volonté politique, je suppose, de sanctionner des personnes parce qu'elles défendent des opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Il est intéressant de noter qu'à l'époque, les membres du Parlement ne semblaient pas trop préoccupés par les implications en matière de droits humains de ce qu'ils proposaient. Oui, malheureusement, je sais aussi par Michael van der Schulenburg, qui est parlementaire européen, que selon son explication, pour le moment, pas plus de 10 ou 15 parlementaires européens s'opposent réellement à ces sanctions. Donc, malheureusement, le Parlement européen ne peut pas vraiment être mobilisé, du moins pas en tant qu'institution, pour agir en ce sens. La question est donc de savoir s'il existe des moyens juridiques créatifs pour convaincre les tribunaux nationaux de s'en saisir et de faire remonter l'affaire. Mais il semble que selon votre intuition, non. Ils diront simplement que c'est une affaire de l'UEMR et que la Cour de justice de l'UEMR en est responsable. C'est pourquoi je pense que l'action politique serait la meilleure voie. Aussi parce que ces procédures judiciaires sont incroyablement lentes. Même si l'on parvient finalement à franchir tous les obstacles pour se présenter devant la Cour européenne des droits de l'homme, on peut attendre des années avant qu'une décision ne soit rendue.
Et en fait, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais un ressortissant britannique a été sanctionné par le Royaume-Uni pour les informations qu'il publie sur sa chaîne YouTube. Il est accusé de diffuser de la propagande russe. Il a contesté son inscription au niveau national, arguant qu'il s'agissait d'une atteinte à sa liberté d'expression. Le juge, dans cette affaire, a confirmé l'inscription, donc il n'a pas été retiré de la liste, mais il a fait appel. S'il perd cet appel, je suppose qu'il portera l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc peut-être qu'à terme, nous obtiendrons enfin un jugement sur ce type de sanctions contre des individus pour leurs actes d'expression. Mais encore une fois, cela pourrait prendre des années. Oui, ce qui est déprimant, c'est que pour qu'un tribunal des droits de l'homme prenne une affaire en charge, il faut en fait prouver que toutes les voies de recours internes ont été épuisées. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est une situation très triste, mais c'est comme ça. Oui, eh bien, l'idée, c'est que, tu sais, on saisit la Cour européenne des droits de l'homme en dernier recours parce que les États sont censés respecter les droits de l'homme. Donc, idéalement, on n'aurait même pas besoin de porter l'affaire devant la Cour. Roberto, veux-tu ajouter quelque chose ou avons-nous à peu près tout couvert? Je suis tout à fait d'accord avec Alexandra pour dire que lorsqu'il s'agit de résoudre un problème, il existe la voie légale, mais aussi des mécanismes non juridiques qui relèvent de l'action sociale et politique. Et je pense, désolé si je me répète, qu'il est important de souligner que personne n'est à l'abri. Le système et ses mécanismes sont tellement arbitraires qu'il n'existe aucune règle à ce sujet. Je veux dire, aucune des personnes figurant sur la liste n'est accusée d'avoir commis un crime. Aucune sanction n'a été légalement établie, donc en somme, le Conseil peut imposer n'importe quelle sanction qu'il juge appropriée. Et en ce sens, je veux dire, je ne comprends pas vraiment pourquoi les grandes organisations de défense des droits humains ou les groupes de plaidoyer ne s'attaquent pas à ce problème de manière plus cohérente et plus soutenue. Car la menace ici vise la démocratie elle-même. C'est précisément ce dont nous étions censés être protégés après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, c'est exactement le même problème ici. Il s'agit de dissidence, d'expression, de pensée. Et puis il y a cet autre aspect qui me met très mal à l'aise. L'ULOM affirme que les personnes figurant sur la liste diffusent de la propagande. Mais il est également vrai que l'ULMMN cherche à soustraire au débat public les questions qu'elle ne veut pas voir abordées. Par exemple, vous savez que l'Ukraine ait ou non violé les accords de Minsk. Je n'ai entendu aucun dirigeant de l'UNOLB en parler. Ou encore, s'il existe un problème lié à l'expansion de l'OTAN. Et même si l'on se réfère à la doctrine du droit international, tout le système d'équilibre des puissances en Europe, le concert européen, visait à limiter l'expansion. Donc je pense simplement, et je suis d'accord, qu'il devrait y avoir davantage d'actions de la part d'acteurs non juridiques en matière de plaidoyer et de débat politique interne sur cette question. Car comme je l'ai dit, la réalité est que personne n'est en sécurité en ce moment. Oui, je veux dire, nous sommes piégés dans ce problème éternel, où d'un côté, nous avons besoin d'un État pour organiser les choses, et de l'autre, nous devons nous protéger de l'État lorsqu'il devient un véritable léviathan et commence à réprimer. Nous avons mis en place ces mesures traditionnelles censées nous protéger, mais l'État trouve toujours des moyens de les contourner. Et vous savez, un collègue allemand a fait remarquer que Carl Schmitt avait dit un jour qu'une partie essentielle de la souveraineté est la capacité de définir des ennemis à l'extérieur et des ennemis à l'intérieur.
L'Union européenne s'approprie cette souveraineté et a trouvé un moyen de contourner toutes les protections juridiques dont vous et moi sommes censés bénéficier. Nous en sommes donc à nouveau au point où, en 2026, nous devons d'une manière ou d'une autre trouver comment nous protéger du niveau supérieur de la force. Alexandra, le dernier mot te revient. Tout ce que tu souhaites ajouter ou dire à ce sujet. Pascal Lotaz, je pense que beaucoup de points ont déjà été abordés, donc je n'ai rien à ajouter, simplement vous remercier d'avoir attiré l'attention sur ce sujet et de poursuivre la discussion. Merci, Alexandra, pour ta participation. Et Roberto, merci beaucoup pour le remue-ménage. À tous ceux qui écoutent, voyez, c'est exactement là où nous en sommes. Personne n'a de formule magique pour résoudre le problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entre nous y travaillent et y réfléchissent. Donc Alexandra, Roberto, merci pour votre temps aujourd'hui. Mariscal.